Je vais passer la parole maintenant à Christine Nedelec, présidente de FNE Paris, qui va aborder la question effectivement de comment une action peut faire évoluer la réglementation à travers deux, trois exemples. Christine, c'est à toi. Donc évidemment, à Paris, nous sommes impliqués directement dans plus de 15 dossiers. C'est un compte que je n'avais pas eu l'occasion de faire. C'est faute de dialogue que nous sommes amenés à en appeler à la justice. Bien sûr, nous sommes convaincus que nous avons raison, mais il faut le faire valoir. Alors, ce qui apparaît impressionnant grâce au travail de collecte réalisé par Marc, c'est que ces actions-là, elles réussissent à faire progresser effectivement la réglementation et de toute façon, elles confortent le bien fondé de nos actions. Et ça nous fait du bien parce que de temps en temps, on peut être découragé. Nous, de notre côté, nous avons attaqué le plan pluie, le PLU et par exemple la ZAC, l'autorisation de la ZAC Bercy-Charenton pour intervenir contre la dérégulation à l'œuvre. Et ça marche, sauf qu'on n'a pas du tout gagné sur ces dossiers. On ne nous a même pas répondu, en fait. L'instruction, elle est vraiment au point mort. Mais par contre, ce qui a fonctionné, c'est la mobilisation autour, les interpellations politiques. Et pour ce qui concerne le PLU de Paris, alors c'est pas que grâce à nous bien sûr, mais enfin l'effet mayonnaise a fait que le PLU de Paris entre en révision, la ZAC Bercy-Charenton a été abandonnée et remise à plat en tout cas, et même de nombreux projets de réinventer Paris ont été abandonnés. Par contre, dans le même ordre d'idée, sur la tour Triangle, on est confronté au même dispositif de saucissonnage. C'est une lutte qui date d'un certain temps, puisque ça a commencé en 2008. Il y a eu une délibération au Conseil de Paris qui a autorisé des possibilités de tours un peu partout en périphérie de Paris. Mais le versant juridique lui-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le versant juridique lui-même a commencé pour nous avec l'attaque de la révision simplifiée du PLU en 2011. Et sur le principe du saucissonnage qui n'est pas en tout cas, qui n'a pas été reconnu comme un argument puisqu'on s'est fait dégoûter. Et en appel aussi. On a attaqué le PC, le bail, et le décret JO est venu nous empêcher de continuer nos procédures, que ce soit en appel, et même nous n'avons pas pu être auditionnés par le Conseil d'État qui n'a pas reçu notre pourvoi. Donc pour la suite, les perspectives, c'est au niveau européen, et ça, c'est à voir. Donc nous sommes nous sommes aussi une partie prenante dans des dossiers beaucoup moins médiatiques, mais tout aussi importants, qui sont par exemple ceux des projets d'agriculture urbaine qui détruisent des écosystèmes au lieu de les améliorer. Et donc l'idée, c'est bien d'empêcher des projets qui contredisent les vertus affiché d'un PLU qui se dit maintenant environnemental. Et dans le même ordre d'idée, qui est de faire sanctionner l'absence de considération des populations dans ce qui attente à leurs conditions de vie ou à leur santé, parce que nous pensons que l'angle de la santé est un vrai levier dans nos actions. Nous menons un front sur la question des pollutions et de la qualité de l'air contre des projets qui prétendaient s'élever au-dessus du périphérique. Dans le 17e, par exemple, ce sont la ville multistrate et le projet 1000 arbres.
Mais cette question délicate que nous avons soulevée dans des recours a, semble-t-il, mis un coup d'arrêt à ces projets. Et donc, en fait, c'est là où je voudrais donner la parole à Louis Cofflard, qui vous expliquera mieux que moi c'est que ces actions sur la qualité de l'air ont vraiment une efficacité tout à fait intéressante pour nous. En tout cas, pour en terminer avec mon petit exposé rapide, c'est pas du tout une conclusion parce que pour moi, cette journée, elle est vraiment un point d'étape fondateur dans l'organisation de notre force juridique et elle va participer à la structurer, on va enclencher sur des rendez-vous réguliers parce qu'on voit bien que des groupes de travail et de réflexion sur ces sujets sont extrêmement forts. On le voit sur l'exemple du CPTG et ailleurs. Et dans l'exposé de Sophie Bardet, c'était aussi la même idée. Donc, je passe la parole à Louis Cofflard s'il est dans les parages. Merci infiniment pour l'invitation à parler. Donc 10 minutes, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer donc de respecter ce temps. Je crois que l'idée, c'était de discuter un peu du contentieux qui est assez récent, mais en fait qui est une histoire beaucoup plus longue, hein, puisque c'était le 10 juillet dernier, un arrêt assez important en contentieux administratif, mais surtout en environnement et en mobilisation sur la pollution de l'air, puisque l'État a été condamné donc à respecter enfin la directive sous menace d'une amende de 10 millions d'euros par semestre de retard. Et donc, c'est l'amende record que le Conseil d'État a infligée au gouvernement dans son histoire. Donc, je reviendrai dessus un petit peu plus en détail dans la limite du temps qui m'est imparti. Parce que c'est une affaire qui est extrêmement intéressante par sa portée naturellement, mais également pour essayer de voir finalement dans cette affaire quels sont les éléments de mobilisation qui ont servi le contentieux. Et ils sont extrêmement présents, c'est clair et net. Juste un mot aussi pour vous dire, avant de revenir donc sur un petit peu l'histoire de ce contentieux, que effectivement dans ma pratique, donc moi je suis également militant aux Amis de la Terre, enfin, voilà, je tiens pas mal d'actions. Je représente aussi assez souvent des associations contre des grands projets inutiles imposés dans le cadre de la pollution de l'air. On travaille également sur les nuisances aériennes, etc. Enfin, sur plusieurs fronts. Et mon expérience qui est à la fois voilà, j'ai 10 ans de barre, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup en réalité, mais ce que je vois, puisque le temps judiciaire est extrêmement long, comme vous savez, ce qu'on remarque, c'est que la mobilisation est un facteur qui est presque déterminant. Et il ne devrait pas l'être, puisqu'on sait que la justice est ou devrait être indépendante, mais que pour autant, les éléments, les facteurs de mobilisation, les facteurs d'opinion publique ont des impacts vraiment très importants. En fait, ils sont nombreux. C'est aussi les facteurs internationaux, les engagements européens notamment, etc. Et ça ne devrait pas, mais c'est comme ça. Et c'est ce qui m'est amené d'ailleurs, et on pourrait éventuellement rediscuter dans le cadre d'une autre intervention, mais une formation, notamment que j'ai donnée au Camp Climat et dans d'autres arènes, sur droit et mobilisation. Et ce que les dossiers que je traite dans mon cabinet me montrent, c'est que la mobilisation sert le droit et que le droit sert la mobilisation. Ça marche vraiment dans les deux sens. La mobilisation sert le droit. J'ai par exemple un exemple d'un grand projet inutile imposé, hein, qu'on appelle les GP2I, donc, qui a effectivement été, dans lequel on avait fait un recours contre la DUP, hein, donc la déclaration d'utilité publique, et pour lequel il y avait eu une mobilisation absolument formidable sur place du côté d'Annecy, qui était tout à fait inédite par rapport au contexte, et qui a permis d'aboutir à un avis défavorable de la commission d'enquête publique. Et alors qu'ils étaient plutôt partis pour donner un avis favorable. Mais voilà, une grande mobilisation, etc. Cette mobilisation nous a donné une fenêtre de tir pour faire un référé sans la condition d'urgence, parce que sinon il aurait fallu que les travaux commencent, etc. Bon, je passe les détails, mais en gros, cette mobilisation nous a donné un espace avec cet avis défavorable. On a obtenu la suspension en référé, on a transformé l'essai au tribunal, on a gagné encore en appel, et ils ont fait drapeau blanc au stade du pouvoir. Et donc, c'est pour dire que sans la mobilisation, ce recours, qui est le même, le dossier était le même, aurait été perdu. Il y avait aussi un travail en amont d'un contentieux sur un document d'urbanisme. Donc, ça veut dire que sans cette mobilisation, alors que le dossier est identique,
il n'y aurait pas eu de victoire. Et ça peut être choquant, parce que le droit, c'est le droit, en principe. Bah non, le droit, c'est pas que le droit, c'est ce qu'on en fait, en fait. Et derrière ce qu'on en fait, bah, le travail militant, il est là pour vraiment faciliter les choses. Il y a un autre contre-exemple, et puis je terminerai là-dessus très rapidement pour passer au contentieux de la pollution de l'air. C'est l'exemple de la TEP de Ménilmontant, dont certains d'entre vous ont sûrement très entendu parler. Hein. Je connais pas forcément tout le monde, évidemment, qui participe, mais voilà, où finalement, il y a eu des recours. Moi, j'étais pas le conseil, mais j'aurais sûrement pas fait mieux. Voilà, il y a eu des recours contre les permis de construire, c'était un terrain de la ville, et ils ont tous été rejetés, mais au fur et à mesure qu'on voyait que voilà, ça ne fonctionnait pas, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que voilà, notamment Pierre-Alexis Hulin, qui est aux Émile Paris, et, voilà, se sont dit, bah, c'est pas possible, il faut absolument qu'on agisse, et ils ont mis un cadenas, ils ont dit no passaran, ils ont commencé à occuper l'espace et à faire une protosade, voilà. Et du coup, comme le contexte était très particulier, avec une bataille de communication avec la ville de Paris, voilà, qui disait ah ces écolos bobos, etc., qui ne veulent pas de logements sociaux, etc. En fait, le dossier était bien plus compliqué que ça. C'était un des rares espaces verts dans le 11e, qui est un des arrondissements les plus denses, d'une des villes les plus denses du monde. Donc c'était extrêmement choquant, sachant que bon voilà, comment dirais-je, le Père-Lachaise, bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus un espace vert au sens strict. Et donc, voilà, il fallait garder cet espace en pleine terre. Et finalement, grâce à cette mobilisation, eh ben, le projet a été suspendu, voire abandonné, renégocié, etc. Donc, c'était vraiment intéressant, tout ça pour dire que bah, là, c'est la mobilisation qui a servi le droit, en fait. Parce que le droit, il n'a servi qu'à faire des recours, on va dire, conservatoires. Je ne vais pas dire dilatoires, parce qu'ils étaient fondés, c'était pas n'importe quoi. Mais ça a permis de gagner du temps pour que ça s'organise et puis que d'autres associations viennent aider à occuper l'espace et puis à en faire quelque chose. Et donc voilà, on arrive sur un contentieux là d'une manière plus générale, plus globale, qui est celui de la pollution de l'air. Donc moi, je l'avais commencé il y a 10 ans, j'étais élève avocat, donc, parce que voilà, j'étais aux Amis de la Terre, et puis on m'a sollicité là-dessus, donc il y a des gens qui avaient commencé avant moi, et puis il y avait déjà aussi FNE qui travaillait dessus, puisque voilà, ils participaient à Air-Parif, etc. Mais globalement, c'était vraiment les tout débuts, quoi. Il n'y avait pas de contentieux là-dessus, c'était, voilà, il y avait... Et du coup, on a commencé donc à faire des demandes en voyant bien que la directive n'était pas respectée. Et on a fait vraiment le grand chelem des rejets. C'est-à-dire que le tribunal administratif de Paris nous a dit, bon, votre cours, c'est, je résume évidemment, parce que sinon, parce que j'ai pas le temps, mais en gros, oui, bon, bah oui, ça dépasse, mais enfin, c'est surtout près du périph', et puis bon, bah voilà, c'est pas si grave, il y a une directive, mais je sais pas trop ce que c'est, puis je vais surtout pas demander un renvoi pour interprétation, parce que c'est pas à moi de faire ça, alors que normalement, les traités l'y obligent. La cour d'appel était un petit peu amusée en disant oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué votre histoire. De toute façon, les préfets n'ont qu'une obligation de moyens et ils ne sont pas obligés d'atteindre les résultats. Et du coup, là, on s'est dit ah, ça c'est intéressant parce qu'on a quand même obtenu l'utilisation de la notion obligation de moyens en matière de police, puisque c'est en gros les préfets sont responsables de la police, c'est-à-dire de faire baisser la concentration des polluants dans l'atmosphère. Et on s'est dit, bah, ça c'est bizarre, ça devrait intéresser le Conseil d'État. Si on fait un pourvoi, on devrait au moins passer l'instruction à avoir une décision. Et peut-être que ce sera cassé au moins là-dessus. Et en fait, ça a été confirmé. Donc, on a vraiment été d'une certaine manière un peu crucifié, puisque le Conseil d'État a dit, la pollution, c'est tout le monde, donc c'est personne. De toute façon, les préfets, ils ont bien qu'une obligation de moyens et pas de résultats, ce qui est extrêmement bizarre en matière de police, parce que c'est plutôt une obligation d'agir ou de ne pas agir, et s'ils agissent, c'est plutôt de manière proportionnée. Et enfin, ils ont dit, le PPA, là, le plan là, sur l'atmosphère dont vous demandez le respect, de toute façon, ce n'est pas le seul plan qui doit atteindre les résultats, et donc votre quête est triplement mal fondée. Sauf que c'est exactement l'inverse de ce que dit la directive, et il y avait déjà la jurisprudence européenne qui avait jugé, par une demande de Clienters, qui est une association britannique dont le siège est en Angleterre, avant le Brexit évidemment. Ils avaient demandé un renvoi préjudiciel, ils avaient dit à la directive, il y a des plans, les plans, ils doivent fixer une obligation de résultat, hein, dans un délai aussi rapide que possible. Donc le Conseil d'État a complètement violé les traités, etc., enfin, pas de problème. Et du coup, voilà, bah, moi, avec les Amis de la Terre, j'ai dit, bon, écoutez, on peut tenter la dernière bataille, il ne faut pas lâcher maintenant, parce que voilà, ils m'ont fait confiance, et je les en remercie, et c'était un vrai plaisir, un honneur de le faire avec eux et pour eux. Et je lui ai dit, voilà, il faut tenter le recours national, on va faire semblant de comprendre que le juge nous invite à faire un recours national, parce que dans sa décision de 2015, le Conseil d'État nous avait dit,
Oui, bien sûr, s'il est vrai qu'un État membre peut être responsable à raison de tout ce qui dépasse partout sur le territoire, là, on est à Paris, donc je ne veux pas avoir votre requête, quoi. Et donc, nous, on va dire, ah bah oui, bah tiens, bah, du coup, on va faire une demande au niveau national. On a repris tous les plans de toutes les régions où partout ça a dépassé, on a fait toutes les analyses, et on a saisi les plus hautes autorités, le président et le Premier ministre, en disant, bah voilà, là, vous êtes responsable de l'exécution des traités, vous avez un avis, vous avez une jurisprudence, le gouvernement britannique a déjà été condamné, donc merci de faire ce qu'il faut. Enfin, c'était tout un travail hein, difficile, évidemment, technique de précision de la demande, parce qu'il fallait composer avec le fait que le Conseil d'État refusait d'appliquer la jurisprudence. Donc, en fait, j'ai fait une double demande pour que, dans tous les cas, on ne nous dise pas qu'il manquait quelque chose, il y avait un trou dans la raquette au niveau de notre demande. C'était évidemment technique, mais comme tous les contentieux sont techniques. Et donc, bonne surprise, finalement, le Conseil d'État a changé, a reviré de jurisprudence, c'est-à-dire d'un recours à l'autre, il a dit, ce que j'ai dit en 2015, en fait, c'était pas très bon, mais bon, je vais pas le dire comme ça, mais voilà. Du coup, c'était un recours national, et il a fait annuler tous les plans, ce qui n'était pas du tout évident que la demande d'une association du Premier ministre d'enjoindre à ses préfets de changer les plans, parce que c'est chaque préfet qui doit le faire, donc il y avait une vraie prise de risque au niveau contentieux, que notre requête soit irrecevable. Et finalement, ça a marché. Et puis, voilà, malgré cette décision, malgré un certain Nicolas Hulot voilà, qui semblait prometteur en termes de ministre de l'Environnement, on a eu 3 fois rien, c'est-à-dire on a eu des feuilles volantes qui ont été envoyées à la commission. Feuilles volantes, en fait, c'est les feuilles de route, hein, excusez-moi, mais ils étaient censés refaire les plans, ils ont envoyé des feuilles avec aucun contenu précis. La commission a dit ça ne me va pas, je vous assigne. Et nous, on a fait un recours en exécution en demande d'astreinte, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est-à-dire, on demande une condamnation sous astreinte en disant, voilà, vous avez jugé telle décision, c'est pas respecté, donc voilà. Et donc, on l'a gagné le 10 juillet dernier, puisque le Conseil d'État a condamné l'État à 10 millions. Et donc, ce que je veux dire, et je terminerai là-dessus, c'est que, parce que je vois que je dois être dans les 10 minutes, voire un peu plus, ce qui est très important, c'est que ce qu'on voit avec le recul dans ce contentieux, c'est que si on n'avait pas eu la pression européenne avec la menace d'une amende européenne, on n'aurait jamais eu ça. Si on n'avait pas eu les Anglais qui avaient demandé un renvoi préjudiciel, on ne peut pas refaire le match, mais je suis à peu près certain que le Conseil d'État ne l'aurait pas fait, hein, pour ne pas perdre sa souveraineté et ne pas se retrouver pieds et poings liés avec un avis dont il ne veut pas forcément. Si on n'avait pas eu les nombreuses études épidémiologiques qui montrent que la pollution, ça tue vraiment beaucoup, beaucoup, mais c'est aussi reconnu par le ministère, donc il y a une forme de transparence, une forme d'admission de la chose, hein, on n'est pas dans le déni. Et puis s'il n'y avait pas eu toutes les associations qui progressivement, il n'y a plus une association de défense de l'environnement qui parle plus de la qualité de l'air, et ça ne montait pas en pression, et même dans des associations grand public, peut-être que le juge aurait mis notre requête à la poubelle en disant que c'était irrecevable, peu importe. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment la mobilisation, ça ne devrait pas, mais en fait, ça sert énormément. Et puis c'est ça qui est intéressant parce que, je ne sais pas si ça fait lien avec ce qui a été dit ou ce que j'ai entendu, mais il est là le plaisir. Le plaisir, il est dans le fait de comprendre sur le terrain du droit, c'est complexe, c'est technique, mais c'est surtout sur le terrain, comment on fait pour démontrer quand on a des choses, qui sont évidentes, pour les faire accepter par un juge. Et de passer les fourches codines de ces histoires techniques juridiques. Mais le plaisir, il est là parce qu'il y a une montée en compétence aussi bien des gens qui se mettent à faire du droit, mais c'est surtout de ceux qui font du droit, qui se mettent à comprendre ce qui se passe sur le terrain, sinon ils ne peuvent pas y arriver, en fait. Pour arriver à quelque chose de très audible, pour un magistrat qui n'est ni ingénieur, qui comprend la procédure, mais qui n'est pas ingénieur et qui n'est pas un spécialiste de chacun des projets qu'il juge. Voilà.